lorsque l'Occident se propose de jouer ce rôle de régulateur mondial, fait à partir d'un principe dont on a beaucoup parlé, qui est le principe de la responsabilité de protéger, et qui est le principe de l'intervention. Alors on peut peut-être dans la discussion tout à l'heure entrer dans les détails techniques des deux résolutions 1970 et 1973 et montrer effectivement la fiction du produit. Un consensus qui a été obtenu et qu'il faut saluer parce qu'il est rarissime. C'est la première fois dans son histoire que la Ligue arabe fait appel à l'extérieur pour régler un problème qui lui est intérieur. La Ligue arabe, et par l'intermédiaire de M. Abdel Moussa, qui n'est pas spécialement un agent américain, était très claire. C'est-à-dire nous avons besoin de l'aide extérieure pour endiguer le péril que représente la répression menée par Kadhafi. L'Union africaine était sur la même ligne. Et l'Union africaine, c'est très difficile et très rare de trouver une unanimité en son sein. Les émergents, plus la Russie et la Chine, ont laissé faire. Ce qui a été adopté le 17 mars n'a rien à voir avec ce qui a été réalisé ensuite. D'où le dissensus qui a immédiatement succédé au consensus. Ces trois grandes étapes ont été, l'appropriation de l'exécution de la 1973 par l'OTAN. Ça, c'est loin d'être, bien entendu, prévu par les textes, mais ça renvoie quand même à ce défaut de multilatéralisme dont nous souffrons. C'est-à-dire, s'il y avait une véritable armée onusienne pour faire des opérations de police internationale, les choses auraient probablement pris une toute autre allure. Et je pense qu'il faut réclamer la constitution d'une armée onusienne. Deuxième étape, ça a été la déclaration tripartite du 15 avril, lorsque Obama, Sarkozy et Cameron ont dit que leur véritable but, c'était de renverser Kadhafi, ce qui était tout à fait contraire à la résolution 1973. Troisième étape, ça a été, bien entendu, le parachutage d'armes, prolongé, plus personne ne le conteste véritablement, par des troupes au sol sous forme pudique de conseillers militaires. Donc vous voyez, c'est un renversement, et c'est un renversement qui se fait au nom d'une volonté hégémonique. Mais je terminerai en vous disant que cette volonté hégémonique, elle est illusoire. L'un des autres messages de 2011, c'est que l'on n'est plus dans un monde hégémonique, on est dans un monde post-hégémonique, et que ça fait peur aux hégémones, donc on est dans un monde de réaction nobiliaire, et la réaction nobiliaire, c'est plus 1788 que, si vous me permettez, je développe rapidement ces trois points. Nous ne sommes plus dans un système post-hégémonique. Et là aussi, merci la mondialisation. Il n'y a pas d'hégémonie possible dans la mondialisation. La mondialisation conduit à la fragmentation, parce que la mondialisation fait des 7 milliards d'êtres humains des acteurs internationaux potentiels, parce que la mondialisation crée beaucoup de discorde au sein de l'oligarchie, et parce que la mondialisation donne aux sociétés, je commençais par ce point, une capacité qui est supérieure souvent à celle des États. L'hégémonie est en crise. Un seul exemple, Barack Obama a essayé dans un premier temps d'imposer à son allié israélien le gel des colonisations, il s'est fait envoyer promener. Et dans un deuxième temps, lorsque un autre de ses protégés, l'autorité palestinienne, a eu cette idée de déposer sa candidature pour être membre des Nations Unies, eh bien, Barack Obama a multiplié des pressions, mais énormes, sur cette puce politique qu'est l'autorité palestinienne pour qu'elle retire ce projet, de manière à le soulager du cauchemar que serait un isolement de la diplomatie américaine aux Nations Unies. Eh bien, Obama n'a rien pu faire contre la puce. La puce est allée jusqu'au bout et a déposé son projet. Nous sommes clairement dans un système post-hégémonique. Les États-Unis n'ont pas gagné une guerre depuis 1945. Enfin, si, ils en ont quand même gagné une, c'est la guerre de Grenade. Eh oui, 1983. Quand même, ils ont réussi, la superpuissance a quand même réussi à battre une armée de 90 hommes. Mais à part ça, Vietnam, Irak, Afghanistan, Iran, etc., Corée du Nord, où sont les victoires qui fondent l'hégémon? Il y a un professeur qui me disait, si vous voulez savoir qui est le puissant, regardez qui est le vainqueur. On a du mal à trouver des puissants aujourd'hui. Comme toujours, lorsque l'on est dans une phase de crise de l'hégémonie, fortiori de post-hégémonie, il y a un réflexe oligarchique. Parce que les moyens en profitent. Le grand patron a des faiblesses, se met, nous, moyens, ensemble, pour créer une oligarchie qui régente le monde. C'est le G8, c'est le G20.
avec toutes les dérives, permet de vous renvoyer à mon livre sur la diplomatie de connivence, dans lequel j'essaye d'expliquer ce phénomène de dérive, et tout, justement, l'immobilisme qui dérive de ce type de fonctionnement. Mais cette réaction nobiliaire, elle est affaiblie aussi. D'abord parce que l'oligarchie est de plus en plus contestée par les sociétés. Et puis parce qu'il y a ce poil du nez, comme on dirait en langue persane, ce poil du nez qui vient déranger tout le monde, que sont les émergents. Qui a la meilleure capacité diplomatique aujourd'hui dans le monde? C'est les émergents. Pourquoi? Parce que les émergents, ils ont quelque chose de particulier, ils ont un pied dans le nord, un pied dans le sud. Le président Lula, qui est quand même une grande figure de notre monde contemporain, a reçu les insignes de docteur honoris causa de mon établissement, Sciences Po. Pour une fois, la maison était bien inspirée. Voilà. Et il m'a dit cette phrase que j'ai dans la tête. Il m'a dit deux phrases absolument extraordinaires. La première phrase, c'est une provocation. Il dit, vous savez, moi je suis le seul homme au monde à avoir pu dans la même semaine embrasser George Bush et Mahmoud Ahmadinejad. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du grand écart, que les Brésiliens et à un moindre degré les Indiens, les Turcs, les Sud-Africains sont capables de mener et qui leur donne une capacité diplomatique bien supérieure à la nôtre. Autre phrase, moi, alors là, qui m'a beaucoup ému, c'est que je lui ai dit, mais d'où vous est venue l'idée de la coopération Sud-Sud? Il dit, écoutez, je suis allé une fois à Davos, j'ai trouvé les réunions de Davos tellement barbantes parce qu'on parlait toujours de gros sous que j'avais envie de faire autre chose et de parler des êtres humains. C'est une belle formule, je trouve. Ce qui est intéressant, c'est cette hésitation à la charnière des émergents qui sont en train de basculer et qui se rendent compte de plus en plus qu'ils ont plus à gagner à rester hors de l'oligarchie plutôt que d'y entrer. La réaction nobiliaire a tout cassé parce que on a commencé, on les a accueillis en grande pompe, notamment, rappelez-vous, le G20 de novembre 2008, tout le monde leur faisait des frais, au début de la crise. Puis après, on a dit, mais ces gens-là sont des parvenus, c'est des nouveaux riches, ils ne savent pas se tenir à table, ils ont les ongles sales, ils n'ont pas de belles cravates, etc., etc. Maintenant, c'est le G8 qui, à nouveau, reprend le dessus sur le G20. Les émergents qui en ont marre, qu'on les invite uniquement pour prendre le café, savent maintenant tout le parti qu'ils peuvent gagner à contester ce jeu oligarchique. Ceci est en train de fragiliser l'ordre international et probablement créer une instabilité dont il n'est pas sûr que l'oligarchie sortira vainqueur. Je vais peut-être m'arrêter là, cher ami. Comme vous voulez. Nous écoutons sagement. Non, on m'avait dit 20 minutes, j'en ai pris 40. Non, c'est très bien. Oh non, on va débattre. Et après, je sors dans la discussion. D'accord. Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control, and if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pay. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game, and I may lose, so move on out.